Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Stéphane Moutard, je suis responsable du pôle innovation de Novachim. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Novachim ou MAL, rapidement, on est un réseau d'entreprises et de laboratoires de la filière chimie et matériaux en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Novachim est constitué de 4 pôles qui travaillent en étroite synergie: le pôle innovation, le pôle formation, le pôle expertise réglementaire environnement et le pôle service social. Donc, notre cœur de métier, c'est de soutenir et d'accompagner les entreprises et les laboratoires pour stimuler la compétitivité et les innovations de la filière. Donc, rapidement dire que Novachim aussi est soutenu par la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, par France Chimie Méditerranée, qui est la fédération professionnelle des entreprises de la chimie en Méditerranée, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puisque nous sommes labellisés donc CDT, Cellule de diffusion technologique, pour notre rôle d'interface entre les entreprises et la recherche académique en filière chimie et en région. Et donc, ce webinaire aujourd'hui rentre dans nos missions de ce label CDT. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes ensemble pour environ 1h30 pour ce webinaire qui fait partie d'un cycle de webinaires qui présente les activités des laboratoires de recherche régionaux en lien avec la filière chimie et matériaux. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'offre scientifique et technologique de l'Institut de microbiologie de la Méditerranée, qui est composé de 4 unités de recherche et de 6 plateformes technologiques. Donc, c'est une fédération qui est implantée sur 2 sites géographiques, le campus CNRS Joseph Héguier et la faculté des sciences de Lumini à Marseille. L'objectif de l'Institut microbiologique de la Méditerranée, c'est de faire progresser donc, les champs de connaissances et développer donc, des concepts microbiotechnologiques, par exemple donc, le domaine de la bioénergétique des micro-organismes, la biodégradation, la biodépollution et aussi l'utilisation des micro-organismes comme biodétecteurs de molécules chimiques. Voilà, donc au programme de ce webinaire, une série de présentations d'une dizaine de minutes chacune qui vont s'enchaîner, avec d'abord la présentation générale de l'Institut microbiologique de la Méditerranée. Ensuite, donc, on fera un focus sur les activités des équipes de recherche, à savoir donc des unités de recherche qui sont le laboratoire bioénergétique et ingénierie des protéines, le laboratoire information génomique et structurale, le laboratoire donc, de chimie bactérienne et enfin le laboratoire d'ingénierie des systèmes macromoléculaires. Ces présentations mettront en valeur l'excellence scientifique et le rayonnement de l'IMM. Mais l'IMM, c'est aussi un exemple d'équilibre entre recherche fondamentale et l'innovation, avec des liens dans le monde socio-économique et les entreprises. Et on verra donc la dernière présentation qui sera faite par Marie Feuerstein, qui présentera à la fois donc, le rôle et les missions de la SAD Sud-Est, donc l'accélérateur de transfert de technologie entre la recherche publique et les entreprises dont Marie fait partie, mais aussi qui présentera l'offre technologique de l'IMM qui est valorisée par la SAD Sud-Est. Voilà, avant de laisser la parole, juste quelques mots habituels pour vous remercier par avance donc, de couper les micros et les caméras pendant les présentations. Dire aussi qu'un temps d'échange spécifique sera prévu en fin de webinaire. Donc là, on va laisser se faire dans toutes les présentations et on gardera un temps à la fin pour un échange questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le chat pendant les présentations. On les relaiera, ces questions, et on les traitera donc en fin de webinaire. Voilà, le dernier point, c'est que le webinaire sera enregistré, donc si personne s'y oppose, et nous vous donnerons accès au replay donc, à la suite du webinaire. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un très bon webinaire et je vais laisser la parole donc au docteur Julia Fargeau pour présenter, donc pour une présentation générale de l'IMM. Julia, c'est à vous. Alors, on bascule sur la présentation. OK. Est-ce que c'est bon? Tout le monde le voit? C'est parfait, votre présentation, on la voit très bien. Parfait, merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Julia Fargeau, directrice adjointe administrative de l'Institut de microbiologie de la Méditerranée, qui est une fédération de recherche à double tutelle, Aix-Marseille Université et CNRS, Centre national de la recherche scientifique.
Effectivement, nous sommes situés sur le campus Joseph Aiguier à Marseille. On peut passer sur. Donc, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir intervenir avec Mélanie Le Goff, notre ingénieure transfert, pour vous présenter rapidement qui nous sommes et ce que nous faisons. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais remercier les équipes de Novachim pour l'organisation du webinaire, et en particulier Stéphane et Florence. Et je voulais également remercier les intervenants pour leur disponibilité et leur temps pour participer aux échanges. Alors, qui sommes-nous? Et je dirais même, qu'est-ce qui nous anime au quotidien? Très clairement, c'est la microbiologie. Et notre objectif, c'est de mieux comprendre la complexité des mécanismes microbiens et d'en exploiter le potentiel. Notre démarche par rapport à ces mécanismes est d'allier à la fois des questionnements liés à l'individu, par exemple comment se développe une bactérie, comment elle se déplace, quels sont ses mécanismes de défense, et les questionnements liés au fonctionnement d'une communauté microbienne, parce qu'il apparaît clairement qu'il existe des influences réciproques. Si on connaît mieux ces influences, l'état de l'art des connaissances ne s'en reportera que mieux. Et si on a bien fait nos calculs, il y a un potentiel d'application non négligeable et c'est la source de notre motivation aujourd'hui pour aller à votre rencontre. Nos forces reposent sur une dynamique de recherche qui est portée par 4 laboratoires de recherche qui sont le BIP, l'IGS, l'ULCD et le LISM, qui se présenteront donc par la suite. Et nos forces également reposent sur un environnement technologique de pointe avec 7 plateformes scientifiques qui nous permettent d'adopter une approche intégrative, ce dont vous parlera Mélanie par la suite. Enfin, il me paraissait important de souligner la chance que nous avons d'évoluer dans un écosystème d'innovation locale, riche et professionnel, avec l'Institut universitaire IN2B, avec les pôles de compétitivité et les structures de valorisation de nos tutelles. Et surtout, on a la chance de collaborer avec Mélanie, qui a été recrutée dans le cadre du programme ingénieur transfert porté par le CNRS, et qui donc vous présentera les plateformes de la fédération et les différentes modalités de collaboration qui existent pour travailler avec nos équipes. Merci de votre écoute. Merci Julia. Effectivement, mon rôle en tant qu'ingénieur transfert et le rôle des business développeurs de la CISAM qui fonctionne en synergie avec nous et d'établir des relations avec le monde socio-économique, vraiment les plus pérennes possibles. Nous essayons d'accompagner au mieux les entreprises pour faire une mise en relation avec des équipes de recherche ou des plateformes adéquates selon les besoins. Et puis, continuer en faisant un suivi de discussion et de montage de projets. Enfin, nous essayons de proposer un format de partenariat adapté. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapo, on construit les relations crescendo, bien sûr, pour commencer par échanger des informations entre chercheurs, ingénieurs de recherche et de plateformes et les entreprises de façon la plus libre possible et confidentiellement. On propose un accord de confidentialité. Et puis, selon la typologie de projet, donc si jamais les entreprises sont plutôt à la recherche d'un projet de recherche avec thèse CIF ou alors stage, nous allons plutôt proposer collaboration de recherche qui va chercher à créer des nouvelles connaissances, avoir des résultats nouveaux. Par contre, si on est plutôt sur une demande d'analyse, de tests et d'utilisation d'équipements de pointe du laboratoire, on va plutôt avoir un format prestation de services pour lesquels l'entreprise gardera entièreté de propriété des résultats. Lorsque l'entreprise et le laboratoire a une collaboration régulière, importante, avec plusieurs contrats, nous pouvons proposer un accord cadre, un contrat cadre
qui permettra d'avoir des relations beaucoup plus régulières et faciles pour la contractualisation. Donc, à l'IMM, on a le service partenariat et valorisation de la délégation régionale Provence et Corse du CNRS qui prend en charge le cadre contractuel. C'est notre tutelle gestionnaire pour nos laboratoires et nos plateformes. Donc, elle prend en charge tout ce qui va être aspect juridique, également propriété intellectuelle. Nous sommes agréés pour le crédit d'impôt recherche et également le crédit d'impôt collaboratif SICO. Et donc, l'IMM pilote 5 plateformes technologiques que vous pouvez voir représentées ici, dont je vais vous présenter brièvement. Et si vous avez plus des questions, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous pourrons répondre à toutes vos questions. Donc, tout d'abord, nous pourrons commencer par biomasse et ingénierie des protéines. Donc, cette plateforme, elle propose une production de micro-organismes sur mesure, mais également de l'ingénierie de protéines, leur contrôle qualité, ce qui permet par exemple une caractérisation structurale, enzymatique et permet également de vérifier des interactions biomoléculaires. Pour la protéomique, notre plateforme fait partie de la Marseille Protéomique. C'est une plateforme fédérative qui regroupe 3 sites sur Marseille, ici sur le campus Joseph Aiguier à l'IMM, au CRCM et à la Timone. Ces plateformes sont équipées en divers spectromètres de masse et permettent de faire des analyses assez larges sur diverses protéines. Cette plateforme, elle est certifiée qualité ISO 9001 et est ouverte à toutes aux collaborations et aux prestations de services, bien évidemment. Ensuite, nous avons la résonance magnétique nucléaire. Donc, la RMN a un équipement de pointe qui permet une caractérisation structurale de molécules en solution, du métabolite au complexe macromoléculaire. Elle permet également des études cinétiques et de la métabolomique. En ce qui concerne la microscopie optique et électronique, les méthodes utilisées sur cette plateforme sont variées. Ça va de la super résolution, la CIM, à la microscopie fluorescente ou confocale qui sont un peu plus classiques, et bien évidemment de la microscopie électronique à transmission et à balayage. Cela permet par exemple l'étude dynamique d'interaction protéine-protéine, mais également de l'observation de nanomatériaux. Pour finir, la plateforme Transcriptome, c'est une plateforme qui propose des prestations qui permet, comme le nom l'indique, d'analyser le transcriptome et le génome d'échantillons variés. Évidemment, nous avons une expertise en microbiologie, mais sommes en capacité d'étudier divers échantillons. Et la spécificité récente est la PCR digitale qui a été déployée dans la plateforme depuis l'an dernier et qui permet une quantification absolue de l'ADN. En plus de ces plateformes de la fédération, nous avons des plateformes qui sont intégrées aux unités. Par exemple, la RPE, la résonance paramagnétique électronique, qui est intégrée au BIP et qui permet de caractériser les espèces paramagnétiques, qui peut aller de l'ingénierie enzymatique vers de la cartographie des interactions moléculaires entre des partenaires physiologiques, mais va également vers de la biostructure dans les cellules. Et enfin, nous avons une plateforme de bioinformatique qui est intégrée à l'IGS et qui va permettre l'analyse de données de métagénomique. Donc, ça peut aller du séquençage génomique, transcriptomique, également protéomique si besoin, des grosses analyses métadonnées. Ils sont plutôt spécialisés en phylogénie moléculaire et possède une ferme de calcul assez importante qui peut être utilisée pour des calculs très poussés. Enfin, je voulais remercier tout l'IMM pour le travail que nous effectuons au quotidien tous ensemble.
et rappeler que l'an dernier, nous avons fêté les 30 ans de l'IMM, de la fédération, mais également des unités BIP et LISM, et enfin les 60 ans du LCB. Et cela vraiment marque une vraie dynamique qui est constante sur Marseille. Nous sommes vraiment ravis de voir l'évolution de ces unités et de la fédération qui est en perpétuelle évolution. Et je vous remercie pour votre attention et laisse la main aux collègues suivants. Merci Mélanie. Merci pour la présentation. Donc, je vous propose donc d'enchaîner, comme on l'a dit, les présentations suivantes. Donc, c'est Frédéric Carrière qui va présenter donc les activités du laboratoire bioénergétique et ingénierie des protéines, le laboratoire BIP. Donc, Frédéric, c'est à vous. Vous avez la Bonjour à parole. tous, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Et on voit votre présentation. C'est bon. Parfait. Parfait, donc je vais essayer. Je suis Frédéric Carrière, je travaille au laboratoire bioénergétique et ingénierie des protéines. Et je vais essayer de vous présenter en quelques minutes quelles sont nos compétences en recherche et au niveau valorisation. Donc le BIT, c'est un laboratoire qui émarge à l'IMM, qui est dirigé par Barbara Schoep-Cotonnet depuis le début de cette année. Et au niveau de notre recherche, on peut résumer ça en une phrase, c'est l'exploration de la diversité des métabolismes énergétiques chez les micro-organismes. Et les modèles que nous utilisons au laboratoire sont en majorité des bactéries, mais également des microalgues. C'est un laboratoire pluridisciplinaire et ce qui fait sa particularité, c'est l'association de biologistes, de chimistes et de biophysiciens qui s'appuient sur des approches de génomique structurale, de protéomique fonctionnelle et de biophysique moléculaire. Alors, grâce à cette multidisciplinarité, on peut avoir une approche intégrée des processus de conversion de l'énergie, depuis le niveau physiologique jusqu'aux enzymes et aux structures supramoléculaires qui sont impliquées. Tout ça, ça permet de tracer l'évolution de ces systèmes depuis les mécanismes bioénergétiques les plus anciens et remonter à l'origine de la vie. Au niveau valorisation, la compréhension au niveau fondamental de la biodiversité métabolique et de l'adaptation des micro-organismes aux conditions extrêmes est également une source d'innovation biotechnologique. On peut citer la bioénergie avec la production de biogaz et d'hydrogène, les biopiles. Ici, on peut remarquer que le laboratoire BIP émarge au pôle de compétitivité Cap Énergie. Il y a également la valorisation de la biomasse, je vous dirai quelques mots sur les lipides en particulier, la biorémédiation, les bioconversions, et l'utilisation des bactéries pour l'environnement et le développement durable. Ici, vous avez l'organisation en équipe du BIP. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des noms et des responsables. Mélanie vous a déjà parlé du fait qu'au BIP, on a une plateforme qui est intégrée au laboratoire, une plateforme de résonance paramagnétique électronique qui bénéficie à plusieurs équipes du laboratoire, mais qui est également ouverte à la communauté et qui émarge aux infrastructures nationales et européennes. Grâce à cette technique spectroscopique, on peut notamment étudier les métalloenzymes et les transferts d'électrons, faire de la cinétique enzymatique, et également s'intéresser à la flexibilité structurale des molécules et par des expériences de marquage de spin, regarder la dynamique conformationnelle des protéines. Je vais vous donner quelques exemples maintenant de recherche qui donnent lieu à des applications dans ces diverses équipes. Alors tout d'abord, le BIP numéro 1 qui s'intéresse à l'adaptation des bactéries et qui, je pense, une des équipes dans le laboratoire qui a des collaborations industrielles les plus anciennes, notamment avec des sociétés qui s'intéressent au traitement de l'eau et à l'utilisation des bactéries pour la biorémédiation. On peut citer en particulier les eaux de Marseille, la société Germe, HTS Bio, SNF. Donc ici, grâce aux connaissances qui sont acquises sur les métabolismes bactériens et notamment l'association des bactéries sous la forme de biofilms, on peut par exemple s'intéresser par la suite à des activités anti-biofilms. C'est quelque chose qui peut intéresser par exemple les coques de bateaux pour essayer d'éliminer les films bactériens et microalgales qui se forment sur ces coques de bateaux. On peut s'intéresser également à la production de biohydrogène, la dégradation de polymères et l'optimisation d'enzymes. Dans cette équipe, on s'intéresse également à l'adaptation des bactéries au stress. Et donc, ce qui veut dire qu'on est capable de voir comment elles peuvent se développer dans des milieux extrêmes et étudier, par exemple, des protéines chaperones qui vont permettre de maintenir la structure des protéines ou de faire du ménage de la cellule lorsqu'on a de la dégradation.
Vous avez le BIP2 qui s'intéresse, intitulé Enzymologie en milieu complexe, qui s'intéresse à la captation du CO2 chez les microalgues et au cycle du carbone chez ces organismes modèles, jusqu'à la biosynthèse de molécules d'intérêt, et en particulier des lipides. Donc ici, il peut y avoir des applications dans le domaine de la chimie verte, les biocarburants, la nutrition et la digestion. Alors, dans cette équipe, on s'intéresse plus particulièrement aux divers enzymes qui sont impliqués tout le long de la chaîne, depuis le CO2 jusqu'à la production de métabolites comme les lipides. Alors, pour étudier tout cela, on a différentes approches, des approches de spectrométrie, notamment de la RMN, de l'infrarouge, également de la diffusion des rayons X aux petits angles. On peut faire également de la lipidomique ciblée pour analyser les lipides qui sont produits par ces différentes microalgues et avoir des approches quantitatives. Tout ceci a permis à cette équipe d'avoir des collaborations industrielles, actuelles ou passées, et également l'accueil au sein de l'équipe d'entreprises qui étaient des spin-offs des laboratoires CNRS, comme la société Teclis et la société Lipolytech. On peut également accueillir, dans le cadre des contrats de collaboration avec ces entreprises, du personnel de ces entreprises. Ça peut être des doctorants en chiffres, mais également des techniciens de l'entreprise, dont l'accueil peut être pris en charge dans le contrat de collaboration. Je vais vous citer ici un des exemples, par exemple, qui est la société Lipolytech, qui a été une spin-off du laboratoire, qui a été accueillie pendant quelques années dans le laboratoire et que nous conseillons toujours au niveau scientifique. Et l'équipe BIP2 émarge également à d'autres réseaux nationaux et européens s'intéressant à l'étude des lipides. Le BIP4, c'est une équipe qui va utiliser justement l'atout de la plateforme de résonance paramagnétique électronique pour s'intéresser à la structure des protéines dans la cellule. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aborder en faisant ce qu'on appelle du marquage de spin sur les protéines. Et ça permet d'étudier les changements conformationnels de ces protéines. On sait faire ça dans le tube à essai. Et aujourd'hui, la difficulté et le challenge qui est relevé par cette équipe, c'est d'aller regarder la structure des protéines dans leur environnement naturel, qui est l'environnement complexe de la cellule. Donc tout cela, ça présente un certain nombre de difficultés, d'avoir suffisamment de matériel à détecter, de sensibilité des techniques. Et donc, c'est des approches nouvelles, difficiles, qui sont notamment développées par Elisabetta Mileo dans cette équipe du BIP4, mais également par Hélène Launay dans le BIP2 en utilisant l'outil de la RMN. Au niveau du BIP4, il y a également une valorisation qui est en cours sur des peptides qui permettent de traverser les membranes cellulaires. Et là, c'est un exemple je dirais, de découverte fortuite en s'intéressant à une protéine qui était capable finalement de pénétrer toute seule dans des cellules comme Escherichia coli. On s'est aperçu qu'elle possédait des peptides qui lui permettaient de traverser les membranes. Et donc, il y a un développement industriel avec une prise de brevet qui est en cours par cette équipe. Ensuite, une autre spécialité du BIP, c'est l'électrochimie et l'étude des métalloenzymes, que l'on peut également étudier par la spectroscopie RPE. Et vous avez en particulier l'équipe BIP6 de Christophe Léger qui s'intéresse à ces enzymes, différents métalloenzymes, dont on peut étudier le mécanisme et la cinétique grâce à l'électrochimie. Et pour cela, c'est souvent pratique d'avoir des électrodes sur lesquelles sont immobilisés ces enzymes. Et au-delà de l'utilisation avec une visée fondamentale pour comprendre le mode d'action de ces enzymes, on peut également fabriquer des électrodes avec des enzymes qui vont servir de détecteurs. Donc, on peut essayer de développer des sondes utilisant ces systèmes d'enzymes immobilisés. Donc là, il y a des différentes collaborations qui sont déjà mises en place au niveau européen. Immobiliser des enzymes sur des supports pour en faire des électrodes ou des biopiles, c'est également un aspect d'étude de l'équipe BIP8 qui est dirigée par Elisabeth Lojoux. Donc là, on s'intéresse à l'immobilisation des métalloenzymes comme catalyseur pour une électrolyse soutenable. Et ça donne lieu à un certain nombre d'applications potentielles ou en cours. Donc, par exemple, cette équipe a une collaboration de recherche avec la société Nawa qui s'intéresse à la microélectronique. Et donc, effectivement, en immobilisant des enzymes sur des supports, on peut accéder à des applications en microélectronique. Il y a également des applications dans le domaine des biopiles avec l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie.
Et ici, on peut citer une collaboration avec la société ICES. Enfin, la dernière équipe que je voudrais présenter, c'est le BIP9, l'équipe de Barbara Schopf-Cotonnet, qui s'intéresse à l'évolution de la biologie énergétique et qui remonte aux origines de la vie. Donc, dans cette équipe, on s'intéresse à la fois à des enzymes, des métalloprotéines, mais également à comment des métaux ont pu être à l'origine de la vie en catalysant certaines réactions qui ont conduit à des produits fondamentaux pour la biologie. Et en particulier, donc, dans cette équipe, on s'intéresse au green rust, qui peut permettre de catalyser des alcools comme le méthanol et l'éthanol. Alors, dans cette équipe, on peut donc trouver des applications de ce green rust pour produire des alcools. C'est l'exemple que vous avez ici sur votre droite. On a également une partie de l'équipe qui s'intéresse au métabolisme dans les environnements non conventionnels, en particulier le métabolisme anamox. Et donc ici, les sources énergétiques vont être des molécules dérivées de l'azote. Et donc en utilisant ces micro-organismes qui se développent sur l'azote, on peut envisager d'utiliser l'azote et également le CO2 pour produire de la biomasse. Juste une parenthèse ici, j'ai oublié de dire qu'aussi une des compétences du laboratoire, c'est d'avoir du matériel pour étudier les enzymes, les micro-organismes qui se développent en milieu extrême. Donc on a des hôtes pour pouvoir étudier ces micro-organismes. On s'intéresse également à des micro-organismes qui vont vivre dans des conditions extrêmes et qui vont utiliser des sources peu conventionnelles comme l'arsenic. Et ici, on peut avoir des applications dans le domaine de la biorémédiation et de la décontamination. Et voilà, j'en ai fini avec la présentation du BIP. Merci beaucoup, Frédéric, pour la présentation donc, des activités de recherche du laboratoire BIP. On voit avec des applications qui sont très variées et aussi des axes transdisciplinaires, ce qui est important, hein, qui permet d'avoir vraiment un panel d'études et d'applications. Il y a déjà des questions. Alors, comme je l'ai dit, on traitera ces questions en fin de webinaire pour maintenir le timing du webinaire. Mais voilà, il y a déjà une question qu'on traitera tout à l'heure sur le rôle que joue le génie génétique dans les travaux du BIP. Et est-ce que, notamment, c'est pour l'augmentation des rendements pour la production de métabolites? Merci, Frédéric. Maintenant, je laisse la parole au docteur Chantal Abergel qui va présenter donc, les activités du laboratoire Information Génomique et Structurale, le laboratoire IGS. Chantal, c'est à vous. Je vous remercie. Bonjour. Est-ce qu'on voit ma présentation? On voit votre présentation, c'est parfait. Parfait. Donc, moi, je vais vous parler de ce que fait l'IGS. On a un focus spécifique sur les virus géants. Et ça a commencé avec la découverte de mimivirus qui est présenté ici. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, j'espère. Globalement, ça a été un choc cette découverte de mimivirus parce qu'on voit à l'échelle la taille des particules virales de mimivirus comparée au virus du sida, qui est représenté ici et qui est déjà un très gros virus, mais également par la complexité du génome qui rivalise avec celui des bactéries. Donc, l'hôte de mimivirus est un hôte eucaryote, unicellulaire. Et par la suite, on a cherché à isoler d'autres virus géants et ça a abouti à la découverte de nouvelles familles, de plus en plus de familles de virus géants, qui a en fait généré un nouveau domaine de recherche qui est la virologie environnementale. Maintenant, on considère la fraction virale dans l'environnement. Donc là, je vous présente juste parce que c'est assez spectaculaire. Donc, ces virus peuvent atteindre jusqu'à 2 micromètres, comme dans le cas de Pitovirus sibericum, qui est présenté ici, et avec des formes qui sont assez originales et très sophistiquées, qui, au départ, nous a conduit à faire énormément de travail pour arriver à valider le fait qu'il s'agissait de virus. Pitovirus sibericum et Mollivirus sibericum sont deux virus qui ont été isolés à partir de pergélisol anciens datés de 30 000 ans. Alors maintenant qu'après 20 ans de recherche sur les virus géants, on a pu accumuler donc différents types de virus géants. Et ce qu'on voit maintenant, on se rend compte qu'en fait, il existe un continuum entre les virus les plus petits et les virus les plus grands. Là, ici, est représenté en fonction de la taille du génome, non pas de la particule. Et donc, les plus grands, à l'heure actuelle, ont des génomes qui font plus de 2,5 millions de paires de bases. Ce
qui est également déroutant dans le cadre de ces virus géants, c'est que chaque analyse, chaque isolement d'une nouvelle famille conduit à montrer qu'on a 2/3 des gènes de ces virus qui ne ressemblent à rien de connu, ni dans le monde cellulaire, ni dans le monde viral. Pourtant, ces gènes codent pour des protéines qui manipulent exactement les mêmes briques fondamentales de la vie que sont les acides nucléiques, les nucléotides, les acides aminés, les sucres, les lipides. Donc, en fait, on pense que ces virus possèdent des voies métaboliques originales et ont des enzymes qui ont des capacités particulières comparées au monde cellulaire. Donc, j'ai choisi de présenter un projet qui est un projet interdisciplinaire qui rassemble 3 des 4 laboratoires de l'IMM et qui porte sur l'étude de protéines qui sont riches en cystéine et qui ont la capacité de coordonner des centres fer-soufre. Donc, notre laboratoire a en fait 2 spécificités. L'une, c'est déjà de combiner des approches expérimentales très diverses, mais également de combiner à ces approches expérimentales de la bioinformatique à un niveau assez élevé. Et globalement, donc, c'est la combinaison de ces 2 équipes qui sont globalement équivalentes qui permet de faire avancer nos projets avec le soutien de la théorie d'une part et de l'expérience pour ces théories. Dans le cadre de ce projet particulier, ce qui avait été réalisé, c'est l'analyse des génomes de nos virus géants à la recherche de protéines qui étaient riches en cystéine. Donc, on les a identifiées basées sur un certain nombre de critères. Et en parallèle, on a réalisé une étude expérimentale de transcriptomique, notamment sur mimivirus, pour voir l'expression des différents gènes, de ce millier de gènes qui sont présents dans le génome de mimivirus. Et cette analyse, ensuite, l'analyse de ce transcriptome a été réalisée en interne et a montré qu'un des gènes les plus transcrits correspondait à un gène qui codait pour une petite protéine, très petite protéine, 59 aminoacides, riche en cystéine et en glycine. Et cette protéine, en fait, est capable de coordonner tous les types de centres fer-soufre connus, et dont un 3-fer-4-soufre linéaire. Alors, notre laboratoire a une grosse expertise en biochimie structurale, et donc on a exprimé cette protéine dans la bactérie afin de caractériser au plan structural et au plan fonctionnel le rôle de cette protéine si exprimée au cours du cycle infectieux, notamment au tardif. Donc là, on a abordé les choses en parallèle au départ avec le BIP. On a étudié par RPE cette protéine. Cette protéine est en fait toute la famille de protéines. Et par la suite, on a recruté le LCB afin de réaliser des études dans la bactérie E. coli qui possédait donc des mutations sur les machineries d'assemblage de fer-soufre afin de comprendre quel est le rôle in vivo de cette protéine. Donc, ce que je présente ici, ce sont les savoir-faire du laboratoire. Très récemment, on a pu implémenter la génétique de nos virus, ce qui nous permet de rajouter un type d'analyse qu'on ne pouvait pas réaliser auparavant, qui sont des expériences de KO, mais également de Kain, pour déterminer les partenaires, et de la mutagénèse pour voir quel est le rôle de toutes ces cystéines dans cette coordination de ces centres fer-soufre. Nos savoir-faire vont de la biologie moléculaire, cellulaire, biochimie, microscopie photonique et électronique, et nous avons un savoir-faire en biologie structurale avec de la cristallographie, de la RMN et de la cryo-IM. Sur cette partie droite de la diapositive, il y a une des questions qui focalise notre attention aussi, c'est l'organisation des génomes dans les capsides de ces virus et le processus d'assemblage de ces génomes dans les capsides. Et il s'agit dans ce cas particulier de collaborations au niveau international que nous avons réalisées, qui ont permis de révéler que pour une des familles de ces virus géants, en fait, on a une organisation du génome avec des nucléosomes comme dans les cellules eucaryotes. Dans le cas de mimivirus, c'est ce qui est présenté en dessous, donc c'est beaucoup plus sophistiqué que quelque chose de nouveau. On a en fait une coque protéique qui protège l'ADN qui est replié en 6 brins. Et au centre de cette structure hélicoïdale, on a en fait la RNA polymérase virale qui est donc prête à transcrire les gènes dès que l'infection est initiée. Et cette structure hélicoïdale est très flexible et donc complètement packée
packagés, empaquetés à l'intérieur des capsides icosahèdriques, ce qui protège d'autant plus donc, le génome et les fonctions de l'ARNA polymérase. Donc maintenant, je vais vous parler de nos relations avec la... J'ai choisi 2 exemples de prestations de services qu'on a pu réaliser. Donc, dans un cas, c'est avec la Suisse, c'est eux qui nous ont contactés parce qu'ils se posaient la question de savoir si des antiviraux qui inhibent donc certains virus, la réplication de certains virus, est-ce que nos virus géants étaient également sensibles à ces antiviraux? Donc, on a réalisé l'étude avec eux. Et d'autre part, une société française, Amoeba, qui est localisée à Lyon, avec qui on a mesuré s'il était possible de créer une collaboration qui nous permettrait de développer des méthodes de production de protéines recombinantes qui présentent un intérêt commercial. Et un postdoc doit être recruté donc, par Amoeba en janvier pour passer 1 année, 2 ans dans notre laboratoire pour développer ces méthodes. On a d'autres possibilités de valorisation qui viennent évidemment du fait qu'on a des protéines qui ont des caractéristiques originales, et notamment en ce qui concerne la transcription. En fait, Minivirus, par exemple, possède une machinerie de transcription autonome, mais qui est capable de caper des ARN en 5', mais également de faire de très longues queues de poly-A, et en plus de méthyler en interne ces ARN, ce qui les rend extrêmement stables et favorise donc la traduction des protéines virales. Donc évidemment, là, il existe des possibilités d'utiliser ces protéines pour éventuellement optimiser des kits de transcription in vitro. Hugo Bizio vient d'être recruté sur une CPJ et il est au laboratoire et il vient d'obtenir également une ERC dont un des volets porte sur le développement d'un système de production d'ARN in vitro avec des méthodes qui sont directes et qui permettent d'éviter les contraintes de la purification des ARN. Enfin, la dernière collaboration dont je veux parler, c'est avec la société NEB qui exploite totalement la possibilité qu'il puisse y avoir des voies métaboliques originales et qui travaillent donc sur les génomes qu'on leur a fournis pour produire des librairies qui vont pouvoir screener grâce à leur savoir-faire à la recherche d'activités enzymatiques originales. Et là, je vous présente l'ensemble des membres du laboratoire et les financements qu'on a obtenus donc, sur ces projets. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Chantal, pour votre présentation. Alors, je relais aussi une question qu'on traitera à la fin pour vous. Donc, que justifie des génomes si complexes sur les virus géants? Et est-ce qu'il reste toujours tributaire d'une cellule hôte pour se reproduire? Voilà, on reviendra dessus après, mais comme ça permet, voilà, je pose les questions et on revient à la fin dessus. En tout cas, merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Maxence, au docteur Maxence Vincent, donc, qui va présenter le laboratoire de chimie bactérienne, donc le LCB. Voilà, Maxence, c'est à vous. Merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez ma présentation? C'est parfait. Très bien. Donc voilà, je m'appelle Maxence Vincent, je suis chercheur au laboratoire de chimie bactérienne, le LCB, qui est un laboratoire dirigé par le docteur Tam Mignot et qui se situe donc sur le campus Joseph Héguier au sein de l'IMM, qui est en fait adossé au laboratoire du BIP qui a été présenté précédemment et accolé au laboratoire du LISM qui va être présenté par la suite. Alors, le LCB, le laboratoire de chimie bactérienne, c'est un laboratoire qui comprend 16 équipes de recherche qui ont pour en fait cœur de métier de mieux comprendre le monde microbien et essentiellement en fait le monde bactérien. Et ce qui fait l'une des spécificités du LCB, c'est que la compréhension du monde bactérien se fait à diverses échelles. En fait, certaines équipes au LCB vont travailler avec une résolution atomique, par exemple en cherchant à comprendre la structure des molécules qui composent les bactéries. Et puis, on a d'autres échelles au laboratoire. Certaines équipes travaillent à l'échelle cellulaire, d'autres équipes à l'échelle environnementale, et même certaines équipes qui travaillent à l'échelle écologique, où en fait, elles vont chercher à comprendre comment des espèces bactériennes vont interagir avec d'autres espèces cellulaires dans une niche écologique définie. Ce qui fait une des particularités du LCB aussi, c'est que
la compréhension du monde bactérien, elle se fait par le prisme en fait, de différentes espèces bactériennes. Certaines équipes travaillent sur des pathogènes d'animaux, des pathogènes humains. D'autres équipes vont travailler sur des bactéries environnementales, des bactéries du sol, dont la recherche va avoir des répercussions sur des questions comme le changement climatique, par exemple. Et puis, d'autres équipes vont travailler en fait avec des bactéries qui sont dites modèles de laboratoire et qui permettent de mieux comprendre les mécanismes fondamentaux de la biologie. Alors, évidemment, avec une diversité d'approches, d'échelles et de résolutions comme celle-ci au sein du LCB, on imagine facilement qu'il y a des expertises et des compétences qui sont très diverses. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une expertise pour laquelle le LCB est reconnu à l'international dans le domaine de la microbiologie. Mais voilà, il y a un panel de compétences qui est quand même assez large. Alors, l'exemple dont j'ai choisi de parler, c'est un exemple donc, de la microfluidique pour l'étude des bactéries. Et donc, je vais en fait expliquer ce que c'est. Quand on travaille sur une bactérie, en fait, on s'intéresse à un objet qui est en fait très petit, de l'ordre du micromètre cube de volume. Alors, évidemment, on peut travailler sur les bactéries à différentes échelles. On peut par exemple travailler à l'échelle de la population. Donc là, c'est le cas quand vous imaginez un microbiologiste avec une flasque de culture. En fait, dans cette flasque de culture, il y a des millions de bactéries qui poussent et on peut faire nos travaux sur cette population et on obtient des résultats qui sont moyennés sur ces millions de cellules. Ça donne des résultats qui sont très pertinents. C'est comme ça que s'est fait en fait la microbiologie moderne depuis les années 50. Mais aujourd'hui, on peut descendre en résolution et plutôt que de travailler avec des résultats moyennés sur une population, on peut travailler directement à l'échelle de la bactérie individuelle. Alors ça nécessite quand même de pouvoir en fait piéger une bactérie dans un environnement que l'on contrôle et d'autre part de pouvoir modifier cet environnement si on s'intéresse par exemple à savoir comment est-ce qu'une bactérie s'adapte à un changement environnemental. Si par exemple on se pose la question de savoir est-ce que ma molécule a des propriétés antibiotiques, il faut pouvoir piéger une bactérie dans un environnement, modifier cet environnement avec la molécule antibiotique et pouvoir regarder, suivre comment se comporte la bactérie au contact de la molécule. Alors, pour faire ça, on utilise des processus qui sont issus d'un domaine de recherche qui s'appelle la microfluidique, qui en fait sont des processus de nanofabrication, qui ressemblent donc à ces petites puces qui sont faites en fait de composés qui sont biocompatibles, qui nous permettent de faire pousser les bactéries dans ces puces, et in fine, ça nous permet de miniaturiser les processus analytiques avec lesquels on travaille. Alors, cette compétence, la microfluidique pour l'étude des bactéries, c'est une compétence qui est en fait partagée par plusieurs équipes au sein du laboratoire de chimie bactérienne, avec chacune des spécificités différentes, mais c'est vraiment une compétence pour laquelle le LCB est reconnu à l'international, puisqu'il y a même des équipes qui ont commercialisé des systèmes de microfluidique pour l'étude des bactéries, qui sont utilisés dans différents labos dans le monde, des labos de microbiologie. Alors, je vais vous donner un exemple encore plus concret de ce que cela nous permet de faire, en vous expliquant ce qu'on fait dans l'équipe dans laquelle je travaille, qui est une équipe dirigée par le docteur Benjamin Ezrati. Et dans cette équipe, on s'intéresse à l'effet du stress oxydant sur les bactéries. Alors, le stress oxydant, c'est quelque chose qui est assez connu du grand public. C'est un phénomène qui est impliqué dans les mécanismes de vieillissement cellulaire, par exemple, aussi impliqué dans les mécanismes de réponse immunitaire. Il faut savoir que quand on se fait infecter par une bactérie, notre corps va générer des molécules oxydantes qui vont cibler les bactéries pour les endommager et pour lutter contre l'infection, pour tuer les bactéries. Alors, nous, on cherche à comprendre comment ces molécules en fait, vont impacter les bactéries au niveau moléculaire. Et l'une des difficultés de cette recherche, c'est que ces espèces oxydantes, elles sont en fait souvent très réactives. D'ailleurs, on parle des espèces réactives de l'oxygène la plupart du temps. Et qui dit réactive, dit qu'elles sont en fait peu stables dans le temps et il y a une réelle difficulté à les manipuler dans un tube à essai. Si par exemple on prend la molécule, on la met dans une culture bactérienne, en fait cette molécule elle va avoir un temps de demi-vie qui est extrêmement court et on va avoir des difficultés à caractériser l'effet de cette molécule sur les bactéries sur un temps long, disons plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors nous, ce qu'on fait au sein de notre équipe, c'est qu'en fait on va coupler des processus de synthèse en continu de ces espèces réactives avec des processus, je ne vais pas rentrer dans les détails de la chimie, mais des processus de photo-oxydation qui nous permettent en fait de générer en continu ces espèces réactives de l'oxygène. Et cette synthèse en continu, on la couple à nos systèmes de microfluidique, eux-mêmes couplés
à de la microscopie. Et ça nous permet de regarder le développement et le devenir d'une population bactérienne au contact de ces espèces oxydantes. Et donc, on peut faire ce travail à l'échelle avec une résolution de la cellule individuelle. C'est ce que vous voyez sur ce genre de film. Donc là, c'est des cellules, c'est des bactéries. Alors, les bactéries, elles ont une couleur rouge parce qu'on les a modifiées génétiquement pour qu'elles émettent de la lumière rouge. Et en fait, dans ce film, on voit les bactéries qui se développent dans des micro-canaux et on voit qu'elles changent de couleur. Là aussi, on a fait une modification génétique qui nous permet de dire en quelque sorte, si la bactérie est en mauvaise santé, elle va émettre une couleur bleue. Si elle est en bonne santé, elle émet une couleur rouge. Et en fait, on voit que quand on fait passer cette molécule oxydante sur les bactéries, elles émettent une couleur bleue, elles sont en mauvaise santé. Voilà, évidemment, je caricature un petit peu le propos, mais globalement, l'idée est là, on arrive à mieux caractériser, avec de manière peut-être plus fine, l'effet de ce stress oxydant sur une population bactérienne avec la résolution de la bactérie individuelle. Voilà, donc j'aimerais aussi simplement terminer cette présentation en disant que même si notre cœur de recherche a vocation à être fondamental, on a dans notre équipe, en tout cas depuis quelques années maintenant, vraiment valorisé certains de nos projets, notamment en développant des biosenseurs du stress oxydant qui ont permis le dépôt de brevets. On travaille aussi avec la SAT Sud-Est et CNRS Innovation pour le développement d'outils de criblage de molécules antioxydantes grâce à nos systèmes de microfluidiques, grâce à notre expertise sur la génétique microbienne. Et puis, plus récemment, on a été appelé par des industriels pour faire de la prestation. On est venu taper à notre porte parce que voilà, on a une expertise reconnue à la fois évidemment en microbiologie et en génétique microbienne. Et des industriels sont venus taper à notre porte pour voir si on pouvait leur amener des solutions pour en fait, améliorer leur processus d'antibiogramme, donc des antibiogrammes qui sont retrouvés en hôpitaux pour détecter la sensibilité des bactéries aux antibiotiques. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a fait récemment et qui nous a permis aussi de nous repositionner vis-à-vis de notre recherche, puisqu'on a de cette façon en fait travaillé sur des questions qui n'étaient pas directement liées à notre cœur de projet, mais qui, in fine, en fait, ont réussi à s'inclure très bien et à nous amener à repenser notre recherche avec une nouvelle vision. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Merci Maxence pour la présentation. Et puis merci aussi d'avoir fait la transition avec la SAT qui interviendra tout à l'heure pour la valorisation donc, de ces recherches. Merci. Voilà, donc je vous remercie et je laisse la parole donc, au docteur Eric Cascales qui va présenter donc, la dernière unité de recherche qui est le laboratoire d'ingénierie des systèmes macromoléculaires, le LISM. Donc Eric, c'est à vous. Ok, très bien. Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous faire la présentation du laboratoire d'ingénierie des systèmes macromoléculaires, ou LISM, qui est donc l'une des 4 unités qui constituent l'IMM. Donc sur la diapositive suivante, vous verrez la composition actuelle du LISM, qui est composée de 82 personnes. Donc nous avons 25 chercheurs et enseignants-chercheurs, qui sont essentiellement dans les sections 20 du CNRS et la section 64 du CNU, c'est-à-dire base moléculaire du vivant et biochimie et biologie moléculaire, donc avec une forte connotation biochimique. Nous avons 12 personnels d'aide à la recherche, 6 postdoctorants, 29 doctorants et 10 personnels d'aide à la recherche sur contrat. Ces personnels sont regroupés en 9 équipes qui sont listées sur la diapositive suivante. Donc, il y a le LISM 1 qui est sous la responsabilité de Sophie Blévès qui s'intéresse à la pathogénicité chez Pseudomonas aeruginosa. LISM 2 sous la responsabilité de James Sturgis qui s'intéresse à la dynamique et à l'assemblage des protéines membranaires. L'équipe LISM 3 sous la responsabilité de Denis Duché et Laetitia Houot qui s'intéresse au transport moléculaire à travers l'enveloppe membranaire. L'équipe LISM 4 que je dirige qui s'intéresse à l'assemblage des complexes multiprotéiques bactériens. L'équipe LISM 5 dirigée par Christophe Bordy sur l'environnement, le ressenti de l'environnement et la formation de communauté chez Pseudomonas aeruginosa. L'équipe LISM 6 dirigée par Latifan El-Antak qui s'intéresse à la RMN des assemblages moléculaires. L'équipe LISM 7 dirigée par Stéphane Canan sur la lipolyse et la pathogénicité bactérienne Chimicobacterium. LISM 8 sous la responsabilité d'Alain Roussel qui s'intéresse aux interactions hôtes pathogènes. Et enfin, l'équipe LISM 9 sous la responsabilité d'Adine Goulet et d'Isabelle Imbert
qui s'intéresse à la virologie moléculaire et structurale. Donc les thématiques, comme vous le voyez, au sein du LISM, sont centrées sur la microbiologie. Et donc sur la diapositive suivante, vous verrez que nous avons aussi une expertise très forte en génétique bactérienne, en biochimie, en microscopie fluorescence, en spectroscopie, biologie structurale et biotechnologie, ce qui permet que l'on ait au sein du LISM une approche multi-échelle qui va de l'atome, par les approches de RMN et cristallographie, jusqu'à l'écosystème, par l'étude des microbiomes ou des interactions hôtes pathogènes. Et ceci, nous allons jusqu'à l'exploitation ou l'application des résultats obtenus pour des approches thérapeutiques ou environnementales. Donc, il y a un savoir-faire au sein de chacune des équipes du LISM qui est décrit dans la diapositive suivante. Donc, ici, vous voyez les 9 équipes du LISM. Et vous voyez que l'équipe 1 de Sophie Bleves est experte en génétique de Pseudomonas, en biologie moléculaire. LISM 2, plutôt sur les approches biophysiques et la spectroscopie, mais également la modélisation. L'équipe LISM 3, la génétique d'Escherichia coli et Vibrio, mais également les phages. L'équipe 4, sur la génétique des entérobactéries, de Porphyromonas et de Flavobacterium, la biochimie, la microscopie fluorescence. LISM 5, par la génétique de Pseudomonas, la biologie moléculaire génomique et l'étude des biofilms. LISM 6, par les interactions protéines-protéines, la biochimie, la RMN. L'ISM 7 s'intéresse à Mycobacterium par les approches de biologie cellulaire, biochimie, de lipidomique, microscopie, mais également fait beaucoup de synthèse chimique. L'équipe 8 s'intéresse à la biochimie biostructurale, mais également à la génération d'anticorps monochènes, les nanobodies. Et enfin, l'équipe LISM 9 a des approches de biochimie, microscopie électronique, biologie cellulaire, et s'intéresse aux phages et aux virus. Au sein de ces équipes, on retrouve un certain nombre de compétences qui leur sont spécifiques. Sur la diapositive suivante, j'ai montré que, par exemple, dans l'équipe LISM 2 dirigée par James Sturgis, on a beaucoup d'approches biophysiques et spectroscopiques. On retrouve aussi beaucoup de microscopie de fluorescence dans l'équipe LISM 4, de la lipidomique, la synthèse chimique dans l'équipe LISM 7, une très forte expertise en RMN dans l'équipe LISM 6, des nanobodies et la biostructurale LISM 8, et bien sûr la microscopie électronique dans l'ISM 9. Vous voyez aussi que les micro-organismes qui sont étudiés sont également très nombreux. On retrouve Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae, les entérobactéries, Porphyromonas, Flavobacterium, Mycobacterium, mais également tout ce qui est phages et virus, et donc de nombreuses bactéries pathogènes pour lesquelles nous avons une forte expertise. Et c'est pour ça que nous disposons au sein du LISM d'une salle de confinement de type 2. Donc, certains membres du LISM sont les responsables scientifiques des plateformes de l'IMM que vous ont présenté Julia Fargeau et Mélanie Le Goff. Et donc, sur la diapositive suivante, vous verrez que James Sturgis est responsable de la plateforme de microscopie, responsable scientifique, Christophe Bordi de la plateforme transcriptomique, Latifa El Antag de la plateforme de RMN, et Stéphane Canan est responsable des salles de confinement de type 2. Au sein du LISM, nous disposons également de 2 plateaux techniques. Sur la diapositive suivante, vous verrez que nous avons un plateau technique de lipidomique qui est dans l'équipe de Stéphane Canan, sous la responsabilité de Vanessa Point, et un plateau technique dédié aux nanobodies, à la génération d'anticorps monochènes. Donc, pour l'analyse lipidomique sur la diapositive suivante, le laboratoire est notamment équipé avec tout un ensemble de matériel permettant de suivre et de mesurer la dégradation des lipides, mais également d'un système semi-automatique de TLC et de TLC, donc de chromatographie sur couche mince haute pression, qui va permettre d'identifier les espèces lipidiques. Concernant la génération de nanobodies, sur la diapositive suivante, nous avons la plateforme NABGEN, qui permet la génération et la caractérisation d'anticorps monochènes à façon, et cela va de la production de la protéine d'intérêt à la caractérisation du couple anticorps-antigène, en passant bien entendu par l'immunisation des lamas, le panning et la sélection des anticorps. Alors bien entendu, ces 2 plateaux techniques sont à la pointe pour l'aspect recherche et développement, puisqu'ils ont permis de faire de nombreuses découvertes ces dernières années. Et donc sur la diapositive suivante,
vous verrez que le plateau de lipidomique a permis de développer et d'étudier des antibiotiques qui agissent comme des inhibiteurs des voies de synthèse ou d'accumulation des lipides chez les bactéries pathogènes, tandis que la plateforme NAPGEN a permis la génération d'anticorps monochaînes pour le diagnostic. Par exemple, nous avons breveté au sein du LISM un outil de diagnostic pour le Covid-19, mais également pour la thérapie. Donc en ce moment, il y a des anticorps qui sont générés pour cibler CD38 qui est impliqué dans le myélome multiple. Donc comme le nom l'indique, le laboratoire d'ingénierie des systèmes macromoléculaires, le LISM est tourné vers la biologie synthétique et la biotechnologie. Donc chaque système qui est étudié au LISM est toujours pensé pour son application ou exploitation potentielle. Et pour ne citer que quelques projets qui sont en cours au LISM, vous verrez sur la diapositive suivante que le LISM développe des projets grâce à son expertise sur les membranes. Donc actuellement, il y a des travaux sur l'utilisation de vésicules membranaires pour emmagasiner et délivrer des antibiotiques ou des molécules d'intérêt. Le LISM mise aussi sur son expertise sur les peptides membranaires pour la mise au point et l'optimisation de cell penetrating peptides, dont Frédéric Carrière a déjà parlé, qui sont capables de traverser les membranes bactériennes. Et donc actuellement, il y a un de ces peptides, le IMM-TAG, qui a été mis en place en collaboration avec l'équipe d'Elisa Miléo au BIP4, pour lequel on a un brevet en cours et sur lequel on est financé pour le projet, mais également pour une thèse par l'IM2B. Enfin, nous avons une très forte expertise sur les systèmes de sécrétion bactériens, ce qui nous permet d'ingénierie ces systèmes de sécrétion pour la dégradation de la biomasse ou pour transloquer des toxines dans des bactéries pathogènes ou des cellules cancéreuses, mais également de développer des inhibiteurs pour bloquer le fonctionnement des systèmes de sécrétion. Actuellement, nous avons des inhibiteurs qui permettent de bloquer le système de sécrétion de type 9 de Porphyromonas gingivalis, qui est une bactérie responsable des gingivites et des parodonties. Enfin, nous avons une expertise très forte en biologie moléculaire, en spectroscopie et en microscopie électronique, et cela nous a permis ces dernières années de développer un système d'origami d'ADN qui permet l'orientation idéale de systèmes photosynthétiques ou d'échantillons sur les grilles de microscopie électronique. Enfin, sur la dernière diapositive, vous verrez que le LISM accueille et encadre depuis 2014 l'équipe AMU de l'IGEM, une compétition internationale où environ 400 groupes d'étudiants venant de différents pays du monde s'affrontent pour construire des systèmes génétiquement modifiés permettant de répondre à des challenges sociétaux. Et donc, sur la diapositive suivante, vous verrez quelques projets qui ont été développés ces dernières années. Par exemple, le projet KillXil, qui permettait de tuer la bactérie Xylella fastidiosa, une bactérie pathogène qui infecte les plants de vigne, ou Breaking Bugs en 2018, permettant de cibler les punaises de lit, ou ShooFight en 2016 qui permettait de dégrader le chewing-gum, Arboblock qui permet de tuer le moustique tigre, Seacare qui permet la dégradation des plastiques dans l'environnement, et enfin celui de l'année dernière, Teralgie qui permet l'utilisation d'alginate pour maintenir les sols humides. Et voilà pour une présentation du LISM et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Juste, alors, les questions, c'est après, mais j'ai juste une question sur les nanobodies. Vous parliez de nanobodies et vous avez parlé de l'AMA. Donc, c'était juste pour savoir un petit peu plus ce que c'était ces nanobodies et à quoi elles servaient. Ce sont des anticorps. Ouais. Ce sont des anticorps, sauf que chez les camélidés, les anticorps ne sont pas double chaîne comme chez l'homme. Et donc, ils ont une particularité qui permet d'avoir une petite région qui est extrêmement stable, qui est une protéine extrêmement stable et qui permet d'avoir une forte affinité pour ces ligands. D'accord. Et donc, comme c'est très stable, ça a des applications pour beaucoup de choses, notamment pour le diagnostic, la thérapie, mais également pour les interactions protéine-protéine, pour la cristallogénèse, etc. D'accord. On peut tirer avantage effectivement de cette particularité sur ces applications-là. Merci beaucoup. Écoutez, on arrive au terme de cette première partie donc avec une présentation des expertises et des compétences très larges et très variées donc de l'Institut de microbiologie et de la Méditerranée. Moi, ce que je vois, c'est que le monde du vivant, à l'échelle microscopique, il apporte un sacré nombre de solutions et sûrement encore d'autres qu'on n'a pas encore découvertes
nouvelles dans beaucoup d'applications. On a vu sur la santé, l'environnement, l'énergie. Donc, que ces travaux nécessitent vraiment des compétences interdisciplinaires que possède l'IMM. Donc, voilà, j'espère que toutes ces présentations, si vous avez des projets dans l'un de ces domaines, vous n'hésiterez pas à venir vers nous ou directement vers le labo pour en discuter, parce que voilà, il y a sûrement des solutions qui existent et avec lesquelles vous pouvez travailler avec l'IMM. Donc, pour finir cette série de présentations, je vais laisser la parole à Marie Feuerstein, qui va nous présenter la SAT Sud-Est et nous présenter aussi l'offre technologique de l'IMM qui est valorisée par la SAT. Donc, Marie, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors effectivement, nous, la SAT Sud-Est, on a un positionnement un petit peu différent de tout ce qui peut être collaboration publique-privée. On intervient vraiment principalement pour le transfert d'actifs de propriété intellectuelle qui ont été développés par les établissements publics de recherche de notre périmètre. Alors, par contre, je ne sais pas, j'arrive pas à... Voilà. Juste pour présenter rapidement nos résultats depuis 10 ans. Donc, la SAT Sud-Est a été créée en 2012 et donc on travaille avec tous les laboratoires publics de recherche de la région Sud, donc évidemment qui incluent les universités, les centres de recherche comme le CNRS et d'autres établissements. Et donc, ça nous a permis, les établissements donc, qui sont actionnaires de la SAT Sud-Est vont nous mandater pour travailler sur des déclarations d'invention, travailler ensuite sur la protection de ces résultats par le dépôt d'actifs de propriété intellectuelle, l'accompagnement de projets et le financement également de programmes de maturation, on verra par la suite. Et l'aboutissement de ces projets de transfert de technologie, c'est de transférer des licences d'exploitation de ces titres de propriété intellectuelle vers le monde socio-économique et également d'accompagner les chercheurs dans la création de start-up. En 2023, donc c'est après 10 ans d'activité, on est arrivé un petit peu à un équilibre de travail avec une centaine de déclarations traitées, d'inventions traitées dans l'année. 35 licences fermes signées, en moyenne donc une protection de 65 actifs de propriété intellectuelle et la création de 11 startups qui elles-mêmes vont générer des emplois et également lever des fonds. Donc, l'idée, c'est de dynamiser ce transfert et le développement de l'innovation dans la région Sud. Donc là, on voit un petit peu le périmètre de couverture des chercheurs avec lesquels on travaille, des équipes de recherche du périmètre de la région Sud. Donc, on va à l'Université d'Avignon, l'Université de Nice, Côte d'Azur. On travaille également avec la Corse, l'Université de Toulon, évidemment, Aix-Marseille Université, l'INSERM, le CNRS, la PHM, Centrale Méditerranée. Et donc, on est financé par de l'argent public et pour aider et contribuer à ce transfert d'innovation. Comment ça fonctionne globalement? Nous, on se positionne au moment où il y a une invention au niveau du laboratoire, donc une preuve de concept au niveau du laboratoire. C'est à partir de ce moment-là qu'on est mandaté et que nos fonds doivent être utilisés. On parle de TRL, Technology Readiness Level 3, c'est-à-dire qu'on a une preuve de concept en laboratoire sur au moins de l'invention, pas forcément sur des applications données, mais sur des potentiels applicatifs. Donc, on intervient après tous les financements type ANR, IDEX,
prématuration, CNRS, que parfois on fait quand même rentrer les projets et puis on va demander des enveloppes de prématuration auprès du CNRS parce que c'est encore un peu trop amont. Tous les financements rapides, ERC, enfin, voilà, tous les financements pour la recherche, nous, on intervient après. Donc, il y a un continuum de financement pour aller vers le transfert des innovations. Et donc, on a plusieurs missions. D'abord, détecter des inventions. Donc, soit on reçoit directement des déclarations d'invention, on va à la rencontre des équipes de recherche pour comprendre, évaluer, traiter cette déclaration d'invention en travaillant sur une étude de marché, sur la propriété intellectuelle, donc des études de brevetabilité et des dépôts de brevets ou d'autres types de propriété intellectuelle type APP quand ça fait sens en fonction du marché que l'on a identifié et là de démarrer donc le processus de valorisation après cette étape d'étude de marché et de protection de la propriété intellectuelle. Et donc, à partir de là, une fois qu'on a protégé les actifs, on peut financer des projets de maturation, c'est-à-dire développer la technologie peut-être sur une application donnée, une application industrielle. Alors, avec un partenaire industriel, là, on parle de co-maturation partenariale, ce qui est où on va un peu limiter le risque de ces projets puisqu'on va identifier vraiment les besoins de l'industriel dans le domaine. Et on va établir un cahier des charges ensemble pour financer un projet. Et en cas de succès, ben, du coup, un transfert de licence vers l'industriel en question ou un accompagnement, transfert vers la création d'entreprise. Donc, les deux modèles existent. Il y a beaucoup de financement pour la création de start-up actuellement avec BPI, beaucoup d'accompagnement, les incubateurs. Bien sûr, on travaille donc dans l'écosystème et on est vraiment voilà, sur ce positionnement de maturation technologique de TRL3 à TRL 5-6 pour valider une technologie sur un marché. Et bien sûr, on va financer, gérer le risque technologique en essayant de mettre en adéquation la technologie avec un marché. Là, c'est un petit extrait des différents titres de propriété intellectuelle brevets que l'on a en gestion à la SAT par rapport à l'IMM. Donc, ce n'est pas exhaustif et il y a effectivement aussi des demandes de brevets ou des projets qui sont abandonnés au fur et à mesure du processus de transfert parce qu'on n'a pas réussi ou parce que techniquement, finalement, ça ne répondait pas aux besoins des industriels ou il peut y avoir aussi des problèmes de brevetabilité qui apparaissent après et qui font qu'on n'arrive pas bien à sécuriser le projet dans un transfert d'innovation. Donc voilà, il y a quelques exemples. On a vu beaucoup de choses des différentes équipes. Il y a pas mal d'exemples du LCB, mais il y a effectivement aussi beaucoup d'autres applications à voir et de recherche avec des applications ciblées dans les autres équipes. Et on a vu aussi beaucoup de collaborations industrielles. Et juste deux exemples du coup de projets qui ont abouti à des licences ou des créations de start-up, mais l'équipe du LCB en a déjà parlé. Donc, il y a un brevet qui a été licencié à la plateforme IDIL qui, en fait, développe et commercialise des outils de recherche dans le domaine de la santé. Et donc, qui commercialise ces kits pour la détection des bactéries. Et on a un autre exemple d'une start-up qui est toujours, c'est un projet assez ancien hein, de transfert technologique qui a été initié à la SAT au démarrage vers 2013, la start-up Diamidex.
Bonjour, et qui très récemment a levé des fonds et se développe très bien donc, dans le domaine de la détection des micro-organismes dans l'eau. Et je crois, alors ce n'est pas des projets que je gère directement, je crois qu'il y a 4 actifs de propriété intellectuelle qui sont licenciés à la start-up actuellement, avec voilà, un développement de cette start-up dans différentes applications. Et donc voilà, c'est des exemples de projets qui ont abouti et qui sont en cours dans le domaine de transfert de technologie. Mais nous, on est là vraiment pour accompagner les chercheurs. On est en contact là récemment avec des équipes du BIP aussi, avec Elisabetta Meléo pour des déclarations d'invention. Donc on est là aussi pour venir à votre rencontre. On a récemment déménagé sur votre site, le site de Joseph Aiguier. Donc on est aussi là pour identifier des nouveaux projets. Et je vous remercie de votre attention. Merci Marie, merci à tous pour vos présentations. Donc, c'est un webinaire voilà, d'1h30 avec beaucoup d'informations dans un laps de temps assez court. Le but, c'est vraiment de mettre en valeur la richesse des activités, des travaux scientifiques qui sont développés par l'Institut et de mettre en avant donc, les possibilités de collaboration, de rapprochement entre les laboratoires et les entreprises et les possibilités de collaboration. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de consacrer voilà, ces 15 prochaines minutes aux questions. Alors, je vais reprendre, comme il y a déjà quelques questions, je vais reprendre les questions qui sont sur le chat. Et après, de toute façon, n'hésitez pas à réagir ou à lever la main pour poser vos questions en direct. Voilà, c'est le but de ces 15 minutes, d'échanger entre les participants et les présentateurs. Je commence par une question pour Marie, puisque bon, tu viens de présenter la SAT. Une question qui demande quel pourcentage des projets aboutissent avec succès dans le transfert de technologies que vous gérez dans votre portefeuille. Est-ce que vous avez voilà, il me semble qu'à une époque, on avait fait, oui, un pourcentage. Il n'y était pas sur cette slide. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Bon, après, je ne sais plus ouais. parce que j'avais le chiffre du pourcentage de projets qui vont en maturation, mais le chiffre de pourcentage de licences, oui, on doit pouvoir l'extraire. Alors par année ou depuis la création de la SAT. Mais effectivement, il y a sans parler de chiffres, il y a beaucoup de projets sur lesquels on investit et qui aboutissent pas. De la difficulté de mettre en adéquation une technologie issue d'un laboratoire et de l'emmener vers un marché. C'est pour ça aussi qu'on travaille aussi beaucoup avec les industriels pour récolter leurs besoins et venir le ramener vers les laboratoires pour orienter et regarder un petit peu aussi, enfin voilà, plus du market pool que forcément voilà, du techno push qui est parfois un peu difficile. Il y a en tout cas une grande activité qui se développe aussi au niveau de la création de start-up dans ces domaines. Et là, sur Marseille, en santé aussi, il y a beaucoup d'activités dans ce domaine-là et où on voit plus de succès, peut-être parfois, où il y a plus de financement de l'innovation pour les startups qui vont démarrer une activité et qui vont pouvoir encore faire du développement de produits assez amont, alors qu'une PME qui va être déjà dans l'exploitation de certains produits va avoir peut-être plus de difficultés à avoir des investissements pour investir sur des produits qui sortent quand même encore du laboratoire, malgré les financements de maturation. On n'est pas encore sur le marché. D'où la difficulté. Après, il faudrait faire une étude aussi sur les licences, parce que les licences sont signées, puis elles peuvent être résiliées aussi. Donc, c'est assez difficile d'avoir. On peut faire une photo à un moment donné, mais. Bon, il y a pardon. Alors, je laisse. Il y a deux personnes. La première personne, si.
Non, mais c'est Si vous parce voulez que c'est dire. moi qui ai posé la question. Bonjour Stéphane. Ah, bonjour Bernard. Moi, c'était pas pour vous mettre en difficulté ou quoi que ce soit, mais c'était pour avoir une idée parce que vous arrivez il y a des projets qui vous sont soumis, on est dans le milieu universitaire, et c'était pour avoir une idée des projets qui sortent de ce milieu de la recherche fondamentale et qui évoluent vers des licences, vers des brevets, avoir une idée. Alors ça peut être 5%, ça n'aurait rien d'étonnant, je dirais que le taux soit faible. C'était juste pour avoir une idée là-dessus. Ça peut être 5, ça peut être 5. J'ai pas idée de ce qui aboutit, c'est pour ça. Oui, si je me permets, c'est Wael. Bonjour Wael, vas-y. T'as un chiffre, Well, toi? Je fais le même métier que Marie. Je vais vous apporter peut-être un éclaircissement très schématique et facile à comprendre. Quand on reçoit une déclaration d'invention, un nouveau projet, il a une chance sur deux de donner lieu à un dépôt d'un actif pays, brevet ou autre chose. Donc là, 50%, moitié. Pour qu'il soit financé, il a 50% de chance de l'être. Donc, deuxième passage, deuxième tamis, entre dépôt d'actifs, brevet et financement, 50%. Et à peu près 50% une fois financé, qu'il fasse l'objet, qu'il puisse faire l'objet d'une licence ou d'une création de start-up. Donc, vous voyez, au final, on part de 10, on a 5, premier filtre. Ouais, c'est 10%, 10-12%. Voilà. Exactement, entre 10 et 15%. C'est ça la réponse. Bon. Je me présente juste, je suis Bernard Vigne et je travaille à l'Agence de la transition écologique, l'ADEME. Et c'est vrai que j'ai passé ma thèse dans ce domaine-là de la bioconversion, mais à une époque, en 86, où on était plutôt dans les screenings de champignons et autres pour l'hydroxylation de carbone non activé. Donc, c'est une vieille histoire, je suis de la vieille école. Voilà. Après, oui, on peut faire des pourcentages, effectivement, mais c'est assez délicat aussi parce que ça dépend beaucoup aussi des domaines. Voilà. Oui. Et des grandes stratégies nationales d'accélération, les grands domaines de France 2030 sur lesquels il y a beaucoup d'investissements et la décarbonation. Enfin voilà, il faut vraiment. Moi, ce que je retiens, c'est que, en fonction des domaines et puis il y a différentes voies pour faire du transfert de technologie. Hein. Tu as parlé des startups, ou alors j'ai aussi retenu l'intérêt, c'est de très tôt récolter l'intérêt, l'expression des besoins d'entreprises qui ont des projets et qui s'intéressent aux compétences des laboratoires, de très tôt exprimer leurs besoins pour travailler sur pour cibler la maturation. Donc voilà, il y a différentes façons de faire du transfert de technologie, différentes voies, et puis différentes façons de collaborer entre une entreprise et un laboratoire. Hein. Nous aussi, on est là pour faciliter donc, les collaborations entre les entreprises et les laboratoires. Donc, il ne faut pas hésiter pour les entreprises qui s'intéressent pour leur projet donc à des expertises et compétences de labo de venir très vite vers nous, vers la SAD, donc et directement vers les labos que vous découvrez aujourd'hui pour exprimer vos besoins et pour identifier des possibilités de collaboration. C'est ce que je voulais rajouter. On va revenir sur les questions qui avaient été posées aux différents intervenants, un peu plus des questions un peu plus scientifiques, et notamment la première qui était une question de Bernard, donc pour Frédéric, Frédéric Carrière, le laboratoire BIP, sur le rôle que joue le génie génétique dans vos travaux. Et est-ce que notamment c'est important dans l'augmentation du rendement pour la production de métabolites? Alors, le génie génétique, je pense qu'il est utilisé dans tous les laboratoires qui avaient été présentés aujourd'hui, quel que soit le modèle qui est utilisé, que ce soit bactéries, voire même microalgues. Dans notre équipe, on peut également modifier des diatomées et des microalgues. Et effectivement, ça peut être utilisé pour augmenter, par exemple, la production de lipides. Alors, il y a un laboratoire sur l'IM2B qui est plus spécialisé, qui est celui du BIAM à Cadarache, qui lui fait ça à plus grande échelle. Donc, on peut modifier génétiquement les microalgues, par exemple, pour faire produire plus de lipides, de triglycérides, avec une visée formation de biocarburants. On peut aussi faire du génie génétique pour éliminer un gène ou le surexprimer pour voir comment il contribue au métabolisme.
Voilà, donc le génétique, c'est un outil qui est commun à tous les laboratoires que vous avez vus aujourd'hui, qui est amplement utilisé depuis très longtemps. Et vous travaillez sur les champignons ou pas? Parce qu'il y a eu beaucoup de bactéries, virus, algues, mais je n'ai pas vu les champignons. Alors, les champignons, c'est plus Lumini et le laboratoire BBF. Il y a moins de champignons du côté de l'IMM, même si les gens peuvent travailler sur des levures, mais plus comme système d'expression que comme modèle bioénergétique. D'accord. Merci. Merci Frédéric. Et en même temps, vous avez également répondu à une question sur les liens entre le BIP et le laboratoire BIAM à Cadarache. Donc, sur le lien entre le BIP et le CEA sur les microalgues. Voilà. Est-ce que les deux entités sont indépendantes ou est-ce qu'elles travaillent ensemble? Comment ça se passe? Vous en avez parlé? Alors, en fait, aujourd'hui, on parle de l'IMM, mais on est tous rassemblés dans l'Institut universitaire IM2B, d'Aix-Marseille. Donc, on est aussi affilié au laboratoire BAM et au laboratoire BBF. Je pense qu'il y a eu des présentations via Novachim de ces laboratoires. Voilà, donc les outils sont un petit peu les mêmes. Et peut-être pour compléter ce que je disais, vous avez eu la présentation de Julia et de Mélanie sur les plateformes de l'IMM. Et à l'IMM en particulier, donc on a des plateformes nous avons celle qui est animée par des robots à burn, où on peut avoir de l'assistance pour modifier des bactéries et produire à façon des protéines. On a une plateforme de fermentation sur laquelle on peut cultiver aussi les micro-organismes qui ont été génétiquement modifiés. Voilà, il y a un ensemble de panels, des expertises dans chaque équipe au niveau fondamental sur tel ou tel modèle. Et après, on peut décliner ça au niveau des plateformes et aller plus haut dans l'échelle avec la plateforme de l'IMM de fermentation. D'accord. Ce qui est bien à savoir et à montrer, c'est qu'il y a des liens entre tous ces laboratoires et ces recherches donc, pour travailler sur ces thématiques. Une autre question qui concerne Chantal. Que justifie des génomes si complexes sur les virus géants? Ok. Je vais répondre d'abord à la deuxième partie de la question il reste toujours tributaire d'une cellule hôte. Bon, il y a une chose que les virus ne savent pas faire, c'est traduire leurs protéines. Ils ont besoin de ribosomes et ils ne codent pas pour de ribosomes. Donc, de ce fait, oui, ce sont des parasites intracellulaires obligatoires et ils dépendent de la cellule pour pouvoir se répliquer. Mais de fait, on a des niveaux d'autonomie qui sont très variables entre ces différentes familles de virus géants. Certains utilisent vraiment la cellule comme un milieu de culture avec des ribosomes. D'autres, par contre, ont besoin de fonctions nucléaires et vont aller au noyau et utiliser les machineries cellulaires. Pourquoi tant de gènes? Alors, on y travaille, mais on a quelques réponses. La première raison, c'est la redondance. Il y a un certain nombre de fonctions qui sont sécurisées par une redondance fonctionnelle chez ces virus. Et il y a d'autres choses aussi qui font qu'ils ont un nombre de gènes important. Notamment, ils reprogramment complètement la cellule pour en faire ce qu'on appelle une virocelle, donc une cellule qui n'a plus les mêmes propriétés que la cellule originale, mais qui devient en fait le virus. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va avoir un certain nombre de protéines qui vont être produites, et notamment, par exemple, certains virus sont capables de transformer un hétérotrophe en organisme autotrophe en venant dans la cellule, en apportant, par exemple, des rhodopsines qui vont permettre donc à la cellule de devenir autotrophe. Donc, il y a un certain nombre de gènes qui sont réservés à l'optimisation de la cellule et qui vont réellement transformer le mode de fonctionnement de la cellule. Après, il y a des choses que font ces virus, notamment Mimivirus, c'est un bon exemple. Il a toute une cascade de gènes qui sont impliqués dans la synthèse de protéines qui interviennent à la création de sucres. Et des sucres très complexes, des polysaccharides qui ont, même au niveau chimique, des différences fondamentales par rapport au monde cellulaire, microbien notamment. Et donc, ce sont des sucres de type capsulaire, mais qui sont modifiés de manière additionnelle par rapport à ceux qu'on peut rencontrer dans le monde bactérien. Et qui plus est, sont branchés de manière atypique sur les protéines, à des endroits bien particuliers des protéines.
Et donc, il y a de l'innovation aussi chez ces virus dans la manière dont ils procèdent. J'ai donné 3 exemples, je ne sais pas si c'est clair. Ah oui, c'est surprenant d'ailleurs, c'est étonnant. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est un monde à part finalement. Ouais. C'est un monde à part, oui. Donc, sûrement peut-être beaucoup. Ouais. Des nouvelles solutions grâce à ce monde différent encore des bactéries ou des champignons, de potentielles nouvelles solutions, nouvelles innovations. C'est ça. Je vous remercie. Alors on arrive, le temps passe très vite, hein, ce temps de questions et de réponses, il est très rapide. On a encore le temps de prendre une question si quelqu'un veut prendre la parole. Sinon, moi j'avais juste, alors c'est une question, mais c'est plutôt si une entreprise donc aujourd'hui identifie une compétence, une expertise qui l'intéresse pour travailler sur ces projets. Ah, alors j'entends ma voix, je ne sais pas si. Si elle veut se rapprocher de l'IMM, donc est-ce que. Alors déjà, nous, on est là pour jouer ce rôle, identifier les bonnes expertises et puis rapprocher l'entreprise du labo. Mais côté IMM, est-ce que Mélanie, c'est par toi qu'on passe? Comment ça se passe si on veut entamer voilà, une négociation, enfin une discussion entre une entreprise et puis un laboratoire? Oui, bien évidemment, c'est toujours plus intéressant de passer par moi et par vous, Novachim, pour pouvoir bien cibler le besoin de l'entreprise et essayer de répondre avec des propositions d'interaction avec soit les équipes de recherche qui seront adaptées et même peut-être en synergie avec les plateformes ou certaines plateformes tout ensemble également. On peut faire vraiment le lien et proposer une réponse en format vraiment adapté selon les questions des entreprises. Voilà, et puis tu l'as montré hein, en fonction du degré on peut établir des collaborations entre les laboratoires et les entreprises. Il y a différentes formes de collaboration qui existent à différents niveaux de TRL. Il y a possibilité voilà, de travailler en collaboration, différentes formes, des stages. Des doctorats, des contrats de recherche, voilà, via les AAP. Il y a multiples formes pour collaborer. Voilà. Donc, on peut apprendre à travailler ensemble petit à petit, une entreprise avec un laboratoire à différents niveaux, sous différentes formes. Exactement. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais les appels à projets peuvent être répondus ensemble avec soit des équipes de recherche ou même des plateformes pour obtenir des financements sur un projet nouveau. Ça permet de dérisquer forcément la recherche qui est très amont lorsque c'est le cas. Et ça permet d'apprendre à se connaître par le biais, ça peut être commencer par un stage, répondre à un appel à projet pour encadrer un doctorant. Je pense notamment aux emplois jeunes docteurs de la région. Enfin, c'est vrai qu'on a forcément des choses à proposer. Donc selon les demandes, on essaie d'apporter une réponse la plus complète possible avec différents interlocuteurs par la suite. Merci Mélanie. Et nous, on est là, donc Novachim, Mélanie pour l'IMM, Marie et Wael pour la SAT. On est là pour faciliter donc, et accélérer les projets des entreprises et les collaborations avec les laboratoires. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Il me reste à remercier donc, tous les intervenants de l'IMM et de la SAT et de remercier tous les participants. Bonne journée à tous et puis à bientôt pour d'autres présentations de laboratoires de la région en lien avec notre filière.